Je vais commencer mon propos d'abord en vous remerciant. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci d'être là et merci de rendre sans arrêt ces webinaires de plus en plus heureux pour moi parce que dans le fond, ils recueillent beaucoup d'adhésions. Il faut vous dire que ce webinaire particulièrement a recueilli un nombre d'inscriptions record, mais c'est le sujet qui s'y prête. C'est peut-être aussi le fait que j'ai décidé de le rendre gratuit pour justement proposer une diffusion la plus large possible. Et c'est aussi parce que, dans le fond, ça nous concerne absolument tous, petits, grands, moyens, tout le monde. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce webinaire va être vu à peu près en multiplié par rapport à cette mosaïque par 4 ou 5 fois, je crois. Donc, le replay va être extrêmement diffusé. Je le dis pour ceux qui voudraient quelque part une part euh, de pas d'intimité, mais de confidentialité. Si vous avez envie de vous exprimer, si vous avez besoin de le faire d'une certaine manière, si vous préférez privilégier la caméra fermée, pourquoi pas, évidemment. Mais je crois que c'est intéressant. Vos témoignages seront particulièrement intéressants parce qu'ils vont permettre à des tas de gens de comprendre de quoi il s'agit. En l'occurrence, mon propos aujourd'hui va consister à vous faire une espèce de grille de lecture, un décodage, et vous pourrez quelque part cocher des cases. Ces cases-là vous seront très utiles car elles vous permettront de déterminer à quel degré finalement vous êtes victime de la perversion narcissique, étant entendu qu'on est bien d'accord là-dessus que les pervers narcissiques, d'une manière générale, ne s'intéressent pas du tout à mon webinaire. D'abord parce qu'ils ne savent pas qu'ils le sont. Ensuite, même si on leur disait et on leur soulignait en gras, majuscule et en rouge, ils n'en prendraient pas véritablement l'impact et l'importance. En fait, ils n'en mesureraient pas le vrai problème. Ça serait pour eux comme une espèce d'étiquette, comme si finalement ils pouvaient la brandir comme étant à mettre sur un tableau de chasse. C'est ça qui est impressionnant à comprendre. Donc, nous avons affaire là à des gens qui, comme vous, sont intrigués par le sujet, qui l'ont peut-être vécu ou de manière directe, par exemple dans la famille, ou en tant qu'enfant, ou en tant que conjoint, conjointe, ou alors en tant que collègue, collaborateur, parce que en réalité, c'est une dimension qui est relative à la domination, et une domination absolument nécessaire. Alors, c'est un terme qui a été évoqué assez récemment, puisque c'est Paul-Claude Racamier, c'est un Français qui l'a théorisé en premier, Paul-Claude Racamier en 1980. Donc, vous voyez, on n'est pas là. Cela dit, il y avait quelque chose quand même que Sigmund Freud lui-même avait commencé à comprendre en 1914. Mais d'une manière générale, toute la question de la perversion narcissique est venue au fur et à mesure. C'était des gens qui étaient plutôt dans un état limite, pas encore vraiment un état limite, puisque ça c'est très particulier, mais c'était des gens qui étaient non pas dans une psychose, non pas vraiment dans une névrose parce qu'ils allaient bien, et on n'arrivait pas bien à les décrire ou à les catégoriser. Donc, je ferai référence à des grands spécialistes en France de la perversion narcissique. Marie-France Irigoyen, qui a sorti un best-seller dans les années 80 qui s'appelle La violence au quotidien, perversion narcissique, la violence au quotidien, et que je citerai à plusieurs reprises aujourd'hui. Il y a aussi, c'est un médecin, un psychiatre, un psychanalyste, Alberto Heger, qui est un très grand spécialiste en France et qui a fait paraître en 2007 Les pervers narcissiques chez PUF, aux collections PUF, ou Le pervers narcissique et son complice. Et j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est quelque chose que peut-être vous ne comprenez pas, vous ne connaissez pas. En fait, forcément, quand il y a une domination de quelqu'un, c'est parce que l'autre l'a rendu possible. Et ça marche toujours en duo. C'est-à-dire qu'il faut la rencontre de deux personnes, une qui a besoin de dominer et qui va chercher la personne idoine qui va le lui permettre, pour des raisons qui lui sont propres, et c'est ce qu'on va voir. D'accord ? Donc, le sujet pervers narcissique, il est au degré, disons, supérieur du trouble de la personnalité narcissique. Et globalement, on pourrait dire que
il n'est pas complet, il est même très très vide à l'intérieur. C'est une coquille vide. Imaginez-le comme une coquille vide. Imaginez-le comme quelqu'un qui a besoin de se compléter par la présence d'autrui. Il se trouve qu'il n'aime pas du tout cette idée-là. Il n'aime pas du tout euh, devoir être complété par quelqu'un d'autre, ce qui reviendrait à dire que l'autre est très important pour lui. Donc, il n'aime pas ça et pourtant c'est un besoin. Donc, c'est un paradoxe. Et il est vrai que ce sont des paradoxes absolument constants que vous allez découvrir au fur et à mesure de cette conférence. Ce qui est important, c'est de définir ce qu'est une personnalité déjà. La personnalité, c'est quelqu'un que l'on définit, enfin c'est quelque chose que l'on définit comme un ensemble stable de comportements, d'émotions et de pensées en réaction à l'environnement et qui caractérise en fait chaque individu. Et puis, avec la personnalité, il y a une notion de tempérament. Le tempérament, c'est ce qu'on appelle l'ensemble des prédispositions innées, physiques, mentales, qui représentent le socle biologique sur lequel va se développer la personnalité. Et puis, il y a le caractère. Et dans ce caractère, eh bien, on a l'ensemble des traits psychologiques qui sont fixés et qui sont surtout répétitifs. À partir de là, vous allez comprendre que la personnalité, elle est donc formée par le tempérament, qui donc est inné, et le caractère qui est acquis. Et donc, on parle de personnalité pathologique lorsque, disons, tous les éléments, des traits qui composent cette personnalité, ben, ils manquent de souplesse. Ils n'arrivent pas véritablement à s'adapter. Ils sont très, très figés. En fait, ils résistent à l'approche de l'autre, à l'apport de l'autre. Ils sont complètement emmurés dans un système fixe qui ne peut pas évoluer. Donc, alors, c'est là où on se rend compte que, évidemment, ça peut prendre toutes les formes et ça peut surtout se produire partout. Dès l'instant où on rencontre quelqu'un, et c'est là où il est intéressant d'être mis en garde. Qu'est-ce que la perversion? La perversion, je dirais, c'est d'être paradoxal, d'apporter une communication paradoxale dans la rencontre, de venir, par exemple, reprocher à quelqu'un de ne pas être assez autonome et pour autant de lui dire que dorénavant, il faudra l'écouter davantage. C'est-à-dire que c'est incompréhensible. Il faut bien comprendre que les codes de décodage qui s'inscrivent dans la perversion narcissique, ils sont évidents dès le départ, mais on ne les voit pas évidemment parce qu'on n'en a pas la conscience. Mais si on écoute un peu, il y a des choses tout à fait simples qui se produisent notamment dans la question du paradoxe. En fait, c'est du grand n'importe quoi si on réfléchit bien. Quand je dis là, j'aimerais à l'avenir que tu sois davantage autonome, alors s'il te plaît, dorénavant, écoute-moi quand je te dis quelque chose, on est en fait face à un paradoxe. Mais si on n'en prend pas la mesure, eh bien, cette première fois va servir au pervers narcissique à se dire, ben voilà, c'est un bon terrain ça. C'est un bon terrain parce que je dis un truc dont je sais que c'est paradoxal, mais je vois l'impact que ça a, c'est-à-dire il est nul. L'impact n'est pas mauvais. Peut-être même que la personne va m'écouter, peut-être même qu'elle va m'obéir. Et là, c'est un premier point. Il faut que vous compreniez que dans la notion de perversion, il y a une notion d'observation très très fine. Les pervers narcissiques sont des gens qui observent très finement leur proie, ou en tout cas les rencontres qu'ils font, pour déterminer qui va être un terrain favorable à l'emprise. Blanche, tu vas te laver? Agnès, il faudrait, bonjour d'abord, il faudrait que vous fermiez votre micro. Excusez-moi, il vient de s'ouvrir. Intempestivement. Oui, voilà. Alors, Saverio Tomasella, qui est un très bon contributeur à la question de la perversion narcissique, définit la perversion narcissique comme étant une anti-relation. Il dit, elle ne fonctionne que sous le mode du rapport de force, donc de pouvoir, séduction, emprise, domination. Alors, vous savez que moi, j'aime bien les trilogies, hein, la trilogie inconsciente, mais c'est ça, séduction, emprise, domination. La perversion joue sur tous les tableaux. Elle mêle l'inversion de la réalité à la banalisation des situations graves et le déni même des actes profanateurs. C'est-à-dire que ces gens-là n'ont pas du tout conscience que ce qu'ils font, c'est une profanation de la liberté de penser de l'autre. Elle prône parfois l'impudeur, parfois le non-respect de l'intimité. Donc, en fait, il y a une espèce de territoire conquis qui, qui s'applique. La personne visée n'a plus d'intimité réelle.
Le pervers narcissique échange des fausses confidences, des confidences forcées parfois. Il l'attise pour vérifier son impact en insistant parfois lourdement auprès de la personne qu'il va viser pour obtenir quand même une réponse, quelque chose de harcelant dans cette histoire-là. Il va renverser les principes humains, il va retourner les situations en défaveur de la vérité parce que dans le fond, il a besoin que ça l'arrange et il va empoisonner la relation pour garder l'autre en prison malgré lui. Donc, vous voyez, c'est un tableau clinique absolument désespérant, mais là où c'est le plus fort, c'est que la proie ne s'en rend pas compte. Parce que dans le fond, d'abord, il y a des prérequis. Il faut considérer toutes les relations dites asymétriques du patron à l'employé, du parent à l'enfant, et dans certaines considérations, de l'homme à la femme, puisque en tout cas, certains hommes ou certaines femmes n'ont pas forcément le même sentiment de parité qu'il faudrait instaurer partout en ce moment. Donc, en fait, il y a un problème de parité. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'il y a un problème de ce qu'on appelle le moi. Et là, je vais vous partager mon écran pour vous montrer en fait ce que c'est. Non, c'est pas du tout ça. Voilà, c'est là. Est-ce que vous voyez ce que je vois là? Oui, on voit. Voilà. Alors, je vais mettre la mosaïque du coup ici. Je vais essayer de vous voir tous sur mon autre écran pour interagir avec vous si vous en avez besoin. Alors, vous voyez que là, ça, c'est ce qu'on appelle les deux topiques. Freud, qui a quand même inventé quelque chose d'assez phénoménal, il a compris, alors tout ce que vous avez à gauche, c'était sa première topique. C'est-à-dire qu'il y avait le conscient, le préconscient, qui était le principe de réalité, puis l'inconscient, le principe du plaisir. Et puis il a travaillé en 10 ans de temps, disons, il a établi la deuxième topique, où on a le moi, le surmoi et le ça. Ce sont des instances qui sont représentées, là, vous voyez, comme une espèce d'iceberg, avec une ligne de flottaison, là, en bleu marine, à l'horizontale. Et on voit bien que le moi est une instance qui représente, on va dire, la personnalité, pour être très clair. Le surmoi, c'est ce qui représente une part de la personnalité, peut-être non visible, pas souvent visible, mais qui est surtout le gendarme intérieur. Le gendarme intérieur de l'individu. C'est grâce à notre surmoi qu'on traverse les rues sur les passages piétons, qu'on peut rouler en voiture grâce à un permis de conduire, qu'on ne ferait pas sinon. Donc voilà, ça, le surmoi, c'est vraiment une instance tout à fait régulatrice de la psyché humaine qui consiste à prendre soin de ce qui est bien, de ce qui est mal, de ce qui doit se faire, de ce qui ne doit pas se faire parce que voilà, on a des valeurs, on a des vertus. Et puis il y a le ça qui est en fait l'instance pulsionnelle. C'est une instance que vous avez compris comme complètement inconsciente. Déjà, vous voyez bien que le surmoi, il est quand même largement inconscient. Et le ça, c'est celui qui nous permet de vivre nos pulsions de manière tout à fait normale. Et c'est normal d'en avoir, mais à quel degré, à quel niveau? Alors, à partir de ça, vous voyez bien que sur ces instances-là, nous allons pouvoir travailler à la question narcissique, puisque le narcissisme, c'est une énorme partie de surmoi, une énorme partie de moi, une énorme partie de ça, et tout ça affiché clairement à la figure de l'autre, qui lui est rangé dans des cases beaucoup plus comment dire, conformes à ce que la normalité d'une personnalité euh, euh, propose. Alors, ce narcissisme, c'est ça. C'est d'avoir un moi sur démesuré. Mais c'est bien le narcissisme, on en a besoin, c'est une question de sécurité, c'est une question d'estime de soi. Donc, ce n'est pas un gros mot, le narcissisme. Avec le narcissisme, avec notre ego, on se sent aimable, on se sent digne d'être aimé, ça permet de pouvoir aussi encaisser des événements de la vie, des deuils, des chocs, des ruptures. Ça permet de ne pas, en fait, risquer une désorganisation psychique. Donc, se ressentir dans un moi, c'est drôlement intéressant, mais c'est le pas assez qui est un problème, comme le trop. Et dans le trop, nous avons des moi qui sont des super, super, hyper moi. Une très haute opinion de soi-même, un sentiment de supériorité qui mériterait l'admiration, au dire de ce personnage comme ça, en surdimension de son moi.
Et il attend évidemment l'admiration d'autrui, puisque ce moi-là est en fait un faux puissant. C'est un colosse au pied d'argile, il est très démesuré, mais il attend quand même de la part d'autrui de l'admiration, ce qui signifie qu'il attend quand même de l'autre un regard, ce qui signifie qu'il en est dépourvu pour lui-même. Donc un pervers narcissique, c'est d'abord quelqu'un qui a absolument besoin du regard de l'autre, mais un regard admiratif, et il va tout faire pour l'obtenir. Donc, il va avoir un discours très grandiloquent, une absence totale d'altérité, c'est-à-dire que c'est bien lui qu'il vient servir, ce sont ses intérêts, et ce ne seront jamais celui de l'autre. Jamais. Il va attendre de lui que l'autre lui propose une image conforme de ce dont lui a besoin, pas de ce qui est la réalité de l'autre. Il faut bien comprendre ça. Et bien sûr, il ne va porter son regard que sur sa personne et pas surtout sur l'extérieur. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'en fait, nous avons là, non pas celle-ci, non pas celle-là. Je vous demande juste un tout petit instant. Voilà, hop, non, ça c'est pas bon. Je vais faire rire même quelqu'un ici qui va comprendre. Zut, j'arrive pas à trouver mon. On va le trouver ici. Voilà, il est là. Voilà, il est là. Vous voyez qui je veux dire? Je sais que ça ne va pas faire plaisir à quelqu'un. Trump. Trump, de l'avis de tous les psychanalystes du monde, est quelqu'un qui coche toutes les cases. Il est très centré sur lui-même. C'est un exemple de moi pathologique. Il est mégalomane, il est envieux des autres, il ne reconnaît ni ses erreurs ni ses pathologies. Alors, comment a-t-il pu être élu? Eh bien, en fait, nous avons assisté là, à cette élection, à une narcissisation de masse de sociétés qui sont basées sur une opinion capable d'être sous emprise. Et là, je rejoins Madame Lizo, qui est donc députée de ma circonscription à l'Assemblée nationale et qui peut aujourd'hui travailler sur la base de travaux autour de la logique sectaire, puisqu'il s'agit en effet de ce problème-là. Alors, comment est-ce qu'on devient un pervers narcissique? Et ça, c'est très important que vous appreniez à décoder, parce que quand vous rencontrez des gens qui sont dans leur perversion narcissique, vous devez comprendre qu'à un moment, quand ils décrivent leur histoire, là aussi, il y a des clés de décodage. En fait, Freud a évoqué cette question en 1914 dans un ouvrage qui s'appelait Pour introduire le narcissisme, et il a parlé de deux narcissismes, deux formes. La forme primaire, la forme secondaire. Dans la forme primaire, quand on est un tout petit bébé, ben, on est absolument tout pour sa maman. Le bébé considère qu'il est tout pour sa maman. Et c'est normal. Et puis le narcissisme secondaire, c'est quand il devient un jeune enfant, ben, ce moi jeune enfant, il peut se dire, je suis parvenu à sortir de ma position d'être tout, je suis devenu une partie du collectif familial ou du collectif de l'école, ou en fait, je suis devenu une partie du tout et non pas le tout d'une partie. Et puis, ça me va bien. Ça me va bien parce que avec toutes mes interactions, avec mon vécu, avec mon bon sentiment de moi, avec l'idée que j'ai de la valeur, on me dit que j'ai des compétences, on m'accompagne dans mes progrès, on est plutôt sympa avec moi et on me renvoie une bonne image de moi. Donc, je peux me permettre de ne plus être le tout de ma partie, c'est-à-dire de mon contexte familial. Je peux me permettre d'être la partie de ce tout-là, tout en restant tout à fait heureux. Donc, en fait, les personnes dont la personnalité est troublée sur le plan narcissique, ce sont les personnes qui très tôt n'ont pas réussi ce deuil. Elles n'ont pas compris qu'il fallait qu'elles arrêtent d'être le tout de la partie. C'est vous dire à quel point c'est un sentiment extrêmement archaïque, extrêmement, extrêmement petit bébé. Le narcissisme pathologique, c'est donc quelqu'un qui s'est arrêté au besoin d'être centré sur lui-même. Il s'agit donc bien d'une personnalité totalement immature. Alors, pour entrer dans les détails de cette personnalité immature, c'est donc bien
un adulte, hein, quand vous le rencontrez au boulot, qu'il est manager, qu'il paye ses impôts, qu'il a lui-même fondé une famille, eh ben, il est quand même resté, cet adulte, à un stade infantile. Et surtout, il n'a jamais appris à prendre soin de son entourage. Parce que quand on est le tout d'une partie, on attend que le soin soit prodigué pour soi. On n'a pas du tout appris à soigner l'autre, à respecter l'autre. En fait, l'autre n'existe pas dans ce manque d'altérité. Donc, il ne peut pas respecter cet autre-là. C'est bien ça, son immaturité. Et d'autant plus qu'en fait, il manifeste aussi son immaturité par des crises de colère assez intempestives, une sorte de difficulté dans la gestion de la frustration qui va perdurer. C'est-à-dire que régulièrement, les pervers narcissiques s'illustrent par leurs intempestives crises de colère parce qu'ils n'arrivent pas à jouer du piano comme ils pensaient pouvoir y arriver en tout puissants qu'ils sont, à savoir faire des gammes facilement comme un virtuose. En fait, l'idéal du moi qu'ils ont, c'est d'ailleurs un concept qu'a introduit Freud avec le surmoi, le ça. Plus tard, il a introduit la notion d'idéal du moi, c'est-à-dire ce sentiment d'être tellement exceptionnel qui, en fait, souvent se heurte à la réalité. Ben non, je ne suis pas Rachmaninoff, je ne suis pas Chopin. Si je me mets au piano, eh bien, je ne vais pas vraiment me représenter tel que je le voudrais. Et ça me met, moi, le pervers narcissique, dans un état de colère extrême. C'est de la frustration. La frustration, évidemment, c'est le propre des enfants qui n'arrivent pas à un niveau de maturité suffisant pour pouvoir contrôler ces frustrations. Il peut même arriver à provoquer. J'ai rencontré des pervers narcissiques qui notamment prenaient soin justement de ne pas se soigner, c'est-à-dire qu'ils étaient plutôt peu soigneux de leur mise, parfois même avec une certaine puanteur corporelle qui, eux, ne les dérangeait pas, mais qui visiblement avait un impact sur autrui, et autrui ne disait rien. Et il y avait comme ça quelque chose qui était fascinant. Ce sont des gens qui, en fait, très tôt, ont joué à ce genre de provocation assez rapidement. Par exemple, un enfant qui se met ostensiblement les doigts dans le nez ou qui se gratte les fesses, bref, des choses dont les parents s'amusent plutôt que de trouver qu'il faudrait réguler un peu de manière un peu éducative ce système-là. Donc, en fait, ils s'en amusent. Qu'est-ce qu'ils disent finalement? Bah, ils disent que oh, il est encore petit, c'est pas grave. Bref, on l'autorise à des négligences de cet ordre-là, on l'autorise à des transgressions dans la notion du respect de l'autre, du vivre ensemble, et dans le fond, on l'autorise à considérer qu'il a le droit d'avoir un impact, même quand cet impact est négatif. Et ça aussi, ça fait partie de l'éducation. Il faut bien comprendre que dès l'instant où on autorise un enfant à faire quelque chose qui n'est pas le propre du vivre ensemble, eh bien, on crée en lui une espèce de transgression, un permis de transgresser. Et finalement, on lui dit, écoute, c'est pas grave, tu es trop petit, tu peux faire ce que tu veux, mais bon, là, tiens-toi bien quand même. Donc, on lui apprend aussi à se mettre en vitrine. On lui apprend un faux self. On lui apprend que dans le fond, s'il est sage là, il ne se met pas les doigts dans le nez pour cette fois-là, eh bien en fait, il va afficher quelque chose de très socialement, être séduisant d'ailleurs pour la personne à qui il va montrer qu'il est un gentil petit enfant. Et puis à l'intérieur, il n'aura pas du tout aboli l'idée qu'il faut arrêter de mettre ses doigts dans son nez quand on est en public. Il va juste apprendre à gérer la notion de vitrine, ce qui est donc évidemment un enfant qu'on aura beaucoup excusé, mais qui continuera à être autocentré sur ses besoins. Donc, en fait, sans esprit analytique, avec une dimension de calcul manipulatoire, parce que vous voyez bien ce que je dis là à propos de se mettre les doigts dans le nez, c'est très tôt que ça arrive. Et c'est un calcul manipulatoire, qu'on le veuille ou non. Alors, à partir de là, évidemment, le drame, c'est qu'il est encouragé par ses parents. Et à un moment, en l'absence du surmoi, c'est-à-dire le gendarme éducatif, bienveillant, structurant des parents, il prend le rôle du surmoi. Il devient même le surmoi de ses parents. Et à un moment, il devient tyrannique, puisque c'est bien lui qui va décréter désormais ce qui doit se faire dans cette famille. Et comme ses parents ont eu l'habitude de l'excuser tout le temps, en fait, c'était parce qu'ils étaient assez démunis d'un point de vue éducatif, eh bien, ils vont se laisser faire, se laisser happer et donner de plus en plus l'envie et le désir à cet enfant d'être prééminent. C'est la naissance de la domination.
Donc, il va s'entraîner comme ça pendant des années et des années dans son enfance à devenir, jusqu'à l'âge adulte, le manipulateur qui va aimer chercher, tellement apprécier la domination que, en fait, rien ne peut progresser. Ce sont des gens qui n'apprennent plus rien. Ils restent figés avec cette idée que, dans le fond, c'est très bien comme ça. Et c'est ça qu'on détecte, c'est ce côté tellement infantile que rien ne peut changer. Et vous avez beau, en tant que victime, leur expliquer les choses, essayer de vous justifier, essayer d'expliquer de manière pédagogique, éducative à votre conjoint ou à votre conjointe comment ça doit se passer, quels sont les critères de respect de vous ou de la famille, rien n'y fera. Ce sont des gens qui, dans leur trouble de la personnalité narcissique, ne peuvent pas apprendre. Ils ne peuvent que composer toute leur vie avec ce qu'ils sont. Et je suis là, moi, la fille d'un homme de 86 ans qui n'a rien appris de toute sa vie. Rien. Zéro. Il se comporte de la même manière du temps où j'avais commencé dans ma vingtaine ma psychothérapie jusqu'à maintenant où je deviens psychanalyste. C'est-à-dire que c'est exactement le même personnage. Et on voit bien que tout message qui pourrait l'amener à comprendre quelque chose de son mécanisme intérieur n'a pas de prise. Ça ne peut pas entrer. Donc c'est ça la pathologie, c'est de ne jamais pouvoir apprendre, surtout de soi. Donc vous comprenez que dans cette logique de domination, ce qui va prévaloir, c'est défier l'autorité, forcément. Donc effectivement, le grand jeu du pervers narcissique, c'est d'arriver à mettre au défi le père, c'est-à-dire, enfin en tout cas, la personnalité qui incarne l'autorité chez lui et qui après va se dupliquer de la famille, ça va passer au bureau. Et vous savez bien que dans mon livre, il y a un chapitre sur même combat de la maison à la maison comme au bureau, ce qui est bien le signe que c'est une trilogie inconsciente qui se répète à l'envi. Il a probablement souffert d'une autorité peut-être défaillante du père. Il a bien vu qu'il pouvait arrêter d'en souffrir pour pouvoir se l'approprier et du coup la reproduire. C'est la trilogie inconsciente que j'ai théorisée dans mon livre. Quels sont les scénarios possibles dans la famille pour arriver à mettre au monde et à faire, comment dire, comment dire, à créer un personnage de ce genre? D'abord, donc, comme je le disais, c'est l'enfant tout-puissant, celui qui a été autorisé à tout. En fait, c'est aussi l'enfant négligé, parce que l'enfant négligé qui a vraiment tout un monde idéal à inventer parce que finalement c'est un fracas dans sa vie et il ne peut se reposer sur aucun personnage fiable, stable, protecteur et structurant parmi les adultes, eh bien il va s'inventer qu'il devient Superman avec une cape, il va monter sur son tabouret dans sa chambre tout seul, il va se croire ce Superman. Donc en fait on a ou des enfants qui sont survalorisés ou des enfants qui au contraire sont complètement négligés mais qui créent en eux l'idée qu'il faut quelque part décider pour eux-mêmes ce qui est important et la seule façon de s'en sortir, c'est de dominer. C'est le principe du schéma que j'avais évoqué la dernière fois en janvier lors de mon webinaire sur les anecdotes du quotidien, la vie quotidienne au microscope, qui montrait à quel point chaque détail de la vie quotidienne en fait est un sujet psychanalytique. C'est que là, quand on a vécu sous la domination de quelqu'un et que là, on est tout petit et qu'on attend, on attend quoi? Non pas d'arriver au même niveau que l'autre qui nous a dominés, non, on rêve de l'imiter parce que l'humain fonctionne uniquement par imitation, par mimétisme. Donc voilà, l'enfant négligé ou l'enfant tout-puissant. André Green, qui a aussi été un grand contributeur, a considéré que vraiment on partait de défaillance parentale. Et j'aime beaucoup ce mot de défaillance parentale parce qu'on peut y englober toutes sortes de configurations. Des parents extrêmement hyper contrôlants comme des parents extrêmement absents. On peut imaginer des parents qui ont privilégié la conjugalité à la parentalité. Donc de ce point de vue-là, ils ont été quand même là, mais pas là auprès de la bonne cible. Et on peut imaginer des parents qui ont investi uniquement sur la
parentalité et au détriment de la conjugalité et qui aussi apporte un lot de difficultés à l'enfant. Mais c'est les défaillances parentales. Et puis évidemment, ce qu'André Green a mis en exergue, c'est la notion de carence affective grave, de mère abandonnique aussi. Comme personne n'est à aimer, eh bien je vais m'aimer moi. Voilà, ça serait un peu l'idée. Il y a aussi les domaines où la mère, ou les familles où la mère est extrêmement dominatrice, et donc elle montre les effets de la domination et l'intérêt qu'il y a à dominer. Et quand on est un petit garçon, et c'est pour ça que statistiquement, il y a plus d'hommes pervers narcissiques que de femmes, parce que quand on est une mère dominatrice, que le petit garçon qu'elle a mis au monde est le Dieu vivant sur cette terre, qu'il a dépassé largement le mari en termes de production de bonheur, que cet enfant dépasse son propre père pour rendre sa mère heureuse, on peut bien comprendre que là, on crée un ego, un moi surdimensionné qui va être probablement pathologique. Donc, c'est un environnement qui est carencé. Euh, le jeune pervers narcissique, il va apprendre à mentir, il va apprendre à faire des cachotteries, il va manipuler, il va être tapageur aussi pour qu'on s'occupe de lui. Bref, il a besoin de se mettre sur un devant de la scène. Et c'est aussi ça qui le caractérise, car quand vous, maintenant, à votre âge adulte, vous rencontrez un pervers narcissique, c'est d'abord quelqu'un qui est extrêmement séducteur. C'est quelqu'un qui est capable de rallier toute une table de restaurant, toute une assemblée autour de ses bonnes blagues, autour de ses bons mots, de ses considérations intelligentes. C'est du café du commerce, tout ça, mais un charme fou, un charme fou. Et c'est là où il faut comprendre, c'est que être tapageur pour qu'on s'occupe de lui, c'est bien ramener des parents défaillants à lui parce qu'il en a besoin, mais après, en s'en servir comme modèle. C'est que toute sa vie, il va être assujetti à chercher une cour pour être courtisé ou pour être simplement dans le regard de l'autre, exister. Et puis, il y a une forme de fétichisation aussi. Les jeunes enfants à qui on dit, toi, tu es bon en sport, toi, tu es bon en maths, toi, tu seras une grande chanteuse ou je ne sais quoi, ce sont des enfants à qui on demande de représenter une valeur grâce à ce qu'ils font et non pas à ce qu'ils sont. Et je vous avais évoqué en janvier dernier cette édifiante histoire de ce jeune homme à qui on a imaginé vraiment de porter au nu la famille tout entière grâce à ses performances en football. Et il a fallu qu'il soit malade pour que tout s'écroule. Et à ce moment-là, effectivement, il n'y avait plus rien. Mais on a bien attendu de cet enfant-là qu'il soit un enfant magique pour toute la famille. Donc, on a aussi des cas où le père est particulièrement absent. Alors, il y a deux cas de figure. Il y a le père très, très charismatique, même absent, il plane comme un spectre et tout le monde régule son système à l'intérieur de la maison, même s'il n'est pas là, parce que dans le fond, il a édicté des choses tellement précises, tellement fortes qu'on ne peut pas y déroger. Soit il est absent, 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 vraiment parti. Il n'est pas du tout partie prenante, il est très défaillant, il a autre chose à faire, il a une autre sphère à explorer, notamment la vie professionnelle généralement. Et dans le fond, il va jouer sa propre mégalomanie ailleurs. Mais dans le fond, le petit garçon notamment va comprendre que ce père-là, il est formidable. J'ai ici, évidemment, dans cette mosaïque, je vois bien l'épouse qui est en train de devenir une ex-épouse d'un homme dont le père partait quand il voulait, rentrait quand il voulait, et il avait un charisme fou. C'est-à-dire qu'il était littéralement admiré par tout le monde, même par son épouse, qui pourtant avait 5 ou 7 enfants à charge et qui n'avait pas du tout son mot à dire sur la façon dont son mari allait s'occuper voilà, de la cellule familiale. Il se permet. Et j'ai entendu cet homme que j'ai reçu quand même en séance, qui est capable de me dire, moi, ce que je voudrais, c'est faire comme mon père. Ah, je dis, bah oui, monsieur, mais le problème, c'est que votre femme, qui est ma patiente, trouve que ça ne va pas être possible parce qu'elle souffre là d'être toute seule avec 2 jeunes enfants, une grande maison et un boulot par-dessus le marché. Et il ne comprend pas du tout pourquoi ce modèle de père est un mauvais modèle. Parce que dans le fond, l'autre n'existe pas, ni l'enfant, ni la femme. Ça n'existe pas. En revanche, c'est extraordinaire. Et pour poursuivre, si vous m'autorisez, hein, je sais qu'il y a quelque chose
voilà, j'ai demandé la permission pour parler des anecdotes que je recueille. Mais effectivement, quand je dis à cet homme, qu'est-ce qui se passerait pour vous si votre femme disait qu'elle en avait vraiment marre et qu'elle voulait divorcer? Bah, il y a une espèce de froideur émotionnelle là, on sent une espèce de voilà, ça résonne pas vraiment très brutalement chez lui. Il dit, de manière assez neutre, ben, comme ça les yeux dans le vague, «Je serais perdu» et alors il a pas fallu, 5 secondes et demie pour qu'il me dise: «Oui, mais en même temps, je pourrais faire plein de trucs». Sous-entendu, je pourrais faire comme mon père, aller me balader dans la montagne, faire du ski quand j'ai envie, me boire un coup avec mes copains, bref, être libre. Parce que c'est ça, un pervers narcissique. C'est quelqu'un qui fondamentalement gère sa vie à sa façon. Donc c'est ça qui est quand même intéressant et que l'on voit de manière très archaïque dans l'enfance du pervers narcissique. Et évidemment, le dernier tableau, c'est le tableau qui consiste à faire partie d'une famille désagrégée où on place les enfants, il y a un manque de suite, il y a un manque de filiation, il y a une interchangeabilité des figures d'attachement, on passe de famille en famille d'accueil ou de foyer avec plusieurs personnes pour encadrer l'enfant. Bref, une question dans le trouble de l'attachement pour le coup qui est absolument évidente. Donc l'enfant manque de référence, il n'a pas d'autre système que de remplir le vide qui s'est constitué ainsi, c'est-à-dire sur le plan identitaire, il n'est rien, mais sur le plan de l'enveloppe corporelle, c'est-à-dire ce qu'il montre à l'extérieur, il va montrer une image, il va se créer une identité, il va inventer une famille, il va jouer aux imposteurs, il va s'inventer des origines aussi, très souvent. Hem, des réalisations de performance, c'est toujours quelqu'un qui a fait des choses formidables. Mon père est quelqu'un qui est dans le superlatif constant. C'est super méga génial, tout est formidable, tout est magnifique, le meilleur du monde. Il a été opéré du cœur, les médecins vis-à-vis de lui, n'en reviennent pas tellement il est, extraordinairement, résilient, il arrive à se remettre de tout, qu'on n'a jamais vu ça. Vous voyez? Il s'invente des performances historiques. Il a besoin de ça et donc il devient mythomane. À un moment, évidemment, ça tombe. Il va s'inventer des vies, des histoires, toutes plus glorieuses parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un élément dans le profil type du pervers narcissique, c'est l'identification projective et ça, c'est très intéressant. Je fais juste une petite parenthèse là-dessus. L'identification projective, c'est en gros de dire: «Si je suis au bras d'une belle femme, je suis quelqu'un de puissant. Si je suis au bras d'un bel homme, c'est que je suis une grande séductrice, forcément. Vous voyez, c'est un principe. Donc, en fait, l'autre va me servir de faire valoir. Donc, c'est très courant, ça. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que pour la victime, c'est le cas également. Je suis avec un homme qui brandit des performances tellement extraordinaires. Franchement, j'ai de la chance. Et là aussi, je peux me permettre d'évoquer un témoignage de quelqu'un qui est parmi nous aujourd'hui, où c'est quand même l'anecdote qui est la plus illustrative, elle a un dîner de copines avec six copines à un restaurant. Son pervers narcissique de futur mari va livrer des roses pour chacune des convives. Donc évidemment, entre copines, tout le monde se dit: «Oh, qu'est-ce qu'il est chouette ton mec!» N'est-ce pas? Et oui, c'est ça, c'est ça. Forcément, on est tellement valorisé quand on rencontre un homme comme ça. Ce sont des créateurs d'idylle. Ce sont des créateurs d'idylle. Donc, avant de vous faire le parcours de cette création d'idylle, je voudrais vous préciser les profils hommes-femmes. On va dire, pour faire la distinction, que l'homme est un caméléon et la femme perverse narcissique est une menthe religieuse. C'est-à-dire que le caméléon va se fondre. Par exemple, si je fais du golf, il va tout à fait se mettre au golf, adorer le golf, acheter des clubs de golf, chercher des parcours golf partout dans le monde. Voilà. Donc ça le remplit. Vous voyez bien, c'est comme ça qu'il se remplit. Et ça aussi, c'est une très bonne indication parce qu'il est toujours d'accord pour tout. Au départ, on trouve ça chouette. Évidemment, on n'a qu'une envie, c'est de trouver l'âme sœur qui va nous correspondre. Et c'est bien là le piège. Mais il y a quand même un truc quand même frappant, c'est que comme il est à géométrie variable, s'il rencontre une artiste peintre, il va se mettre au gouache. S'il rencontre une athlète, il va se mettre à l'athlétisme, enfin à la course à pied. Vous comprenez? Il est capable de tout. Il est capable de tout dans une surdimension de lui-même où tout est accessible puisqu'il est Superman. Donc l'homme est caméléon et la femme est menthe religieuse parce que son désir secret, son enjeu, c'est la destruction. C'est la destruction.
faut être clair. Et je sais qu'ici, il y a des hommes d'ailleurs, j'en vois, qui ont fait l'objet d'une perversion narcissique de la part de leur conjointe, même des conjointes temporaires, mais des conjointes quand même, qui ont fait des ravages, littéralement. Alors, commençons par l'homme. Dans le huis clos, parce que c'est là où vous avez compris, dans le huis clos, il n'est pas du tout ce qu'il est à l'extérieur. À l'extérieur, c'est un être social, charmant, doué de beaucoup de générosité, doté d'une sympathie naturelle qui recueille d'ailleurs l'adhésion. Donc, ce sont des personnages publics, Madame Liso, sachez-le, souvent, et qui, à l'intérieur du huis clos, n'a strictement aucune empathie. Il est détaché. C'est-à-dire que, et j'ai encore là le cas sous les yeux dans cette mosaïque, quelqu'un qui est capable de dire au terme d'une année de Covid fracassante, avec vraiment un enfer parce qu'elle perd son activité, elle n'a que très peu de choses à se raccrocher, auxquelles se raccrocher, et donc elle finit par lui dire, d'abord elle finit par s'acheter un cadeau de Noël toute seule, quand même, pour elle-même, parce qu'elle sait que son mari ne va pas lui offrir, il n'y pensera même pas. Et ça, c'est quand même une anecdote du quotidien qui est quand même à remarquer. Mais aussi, elle est capable de lui dire, tu sais, je crois que je suis en train vraiment de tomber dans une profonde dépression parce que je n'arrive plus à supporter la situation actuelle, et qui non seulement ne la prend pas dans les bras, ne la console pas, ne la cajole pas, ne la rassure pas, mais lui dit, mais tu n'as pas le droit de te plaindre, je suis là. Ce qui est quand même le comble d'un moi narcissique surdimensionné. Puisque je suis là, tout va bien. De quoi tu te plains? Et qui lui dit en plus, et moi, est-ce que tu t'es interrogé? Alors que lui, son activité n'a pas cessé et qu'il a continué d'acheter tout seul des tables de salle à manger qui font 3 mètres de long, qui débarquent comme ça dans une salle à manger sans même que sa femme ait été avertie de quoi que ce soit, parce qu'elle n'est pas là dans sa tête à lui. Elle n'est pas là. Elle n'existe pas. Mais pas parce qu'elle est mauvaise, méchante, désagréable ou idiote ou je ne sais quoi, ou je ne sais quelle dégradation qu'elle peut imaginer d'elle-même. Au contraire, c'est une femme formidable. Elle est exceptionnelle. Mais c'est ça qu'il ne voit pas. Elle n'est pas là, tout simplement. Sauf qu'il en a quand même besoin parce qu'elle reste là physiquement. Et c'est ça la faille du pervers narcissique, c'est qu'il a besoin de quelqu'un physiquement. Mais quelqu'un de moralement, mentalement, pas du tout. Alors, sans empathie, effectivement, c'est là où on peut comprendre qu'il n'y a pas d'amour possible. Et quand les femmes se rendent compte que ces hommes, finalement, ne les ont pas aimées, elles sont fracassées. Et je peux bien comprendre, puisqu'il y a eu un tel leurre autour d'une création d'idylle qu'elles ne peuvent pas imaginer que tout ceci ne ressemblait pas réellement à de l'amour. Ça ressemblait, mais ça n'en était pas. Ce sont des gens qui n'ont pas de capacité à ressentir la notion de subjectivité, l'individualité de l'autre, donc sa souffrance. Ce sont des gens qui pensent que leur supériorité les rend attirants ou nécessaires pour l'autre. Mais une partie de lui n'y croira jamais. En fait, il va passer son temps à lutter contre son vide intérieur. Il va se nourrir aussi des valeurs de la victime. Et là, c'est assez édifiant. J'ai le cas, par exemple, d'une femme très, très éduquée, qui vient d'un milieu bourgeois, avec des bonnes écoles, une éducation, je dirais, aux critères sociétaux classiques, avec une notion de respect, de valeurs, de vertu. Enfin, dans cette famille, il y a quand même un enrichissement éducatif tout à fait net, avec un pouvoir d'achat assez intéressant. Donc, c'est des gens qui allaient à la montagne faire du ski l'hiver, à la plage l'été, qui s'offraient des vacances un peu exotiques. Enfin bon, bref, le pouvoir d'achat et la bourgeoisie faisaient que c'était des gens qui quand même avaient accès à un certain nombre de choses. Les enfants étaient inscrits à la médiathèque. Enfin bref, un univers cultivé, éduqué. Et cette femme se marie avec quelqu'un qui sort d'un milieu totalement différent. Globalement, pas de repères, pas de structure, pas d'éducation, livrés à eux-mêmes, très, très dévalorisés sur le plan social. Et donc, on voit bien que cet homme, dans ce mariage-là, avec des enfants en bas âge, il est capable de lui dire qu'elle, elle ne sait rien de ce qui doit être accompli en termes éducatifs, mais que lui va lui montrer. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que ressortir ce qu'elle lui a dit de son histoire, comment ça se passait au sport d'hiver, à la plage, en vacances, à la médiathèque. Il ne fait que pomper tout ça.
Donc, c'est une espèce de sensu c'est pour ça que Marie-France Hirigoyen, qui est donc l'une des grandes spécialistes de cette question-là en France, c'est pour ça qu'elle parle de vampirisation. Parce qu'en fait, effectivement, ils viennent sucer le sang, c'est-à-dire sucer la moelle culturelle, éducative, éduquée, sociale de la personne qui est sous emprise pour la faire sienne. C'est-à-dire qu'il est un imposteur, réellement. Mais le pire de tout, c'est que si encore il faisait ça, il pourrait finalement, peut-être faussement, mais parler peut-être d'égal à égal finalement. Il pourrait se dire, j'ai la même culture que toi, ou j'ai le même bagage éducatif que toi. Mais non, il le dénie à l'autre, c'est-à-dire qu'il la dépossède et il lui dit, toi, tu ne sais pas. C'est-à-dire que là, il fait ce qu'on appelle une projection. Et en psychanalyse, c'est très important ce mot de projection. C'est-à-dire qu'il projette sur sa victime, donc sa conjointe, ce qui, en fait, parle de lui. C'est-à-dire que ça devient elle qui sort d'un bouge infâme, déstructuré, désocialisé, et lui qui s'approprie la bourgeoisie. Ça, c'est très, très manifeste et c'est quasi constant. Donc, quand vous êtes témoin de ça, à un moment, au lieu de passer au stade suivant qui est d'être dans la plus grande confusion, bah, rappelez-vous d'où vous venez quand même. Rappelez-vous quelle a été son histoire à lui. Remettez les choses à leur place. Ne continuez pas à croire que cet homme-là a raison. Et pourtant, ça marche. Il dépossède. Et puis surtout, ce qui est quand même impressionnant, c'est qu'il ne doute de rien. Extraordinaire. C'est-à-dire qu'il est même capable de revenir vers une proie qu'il a initialement abandonnée parce qu'il avait un plan B, un plan C, parce que comme il a besoin d'un lien constant, forcément ses proies sont interchangeables. Mais quand ça ne marche plus, bah, pour éviter d'être dans son vide, parce que c'est ça son plus grand drame intérieur, c'est de risquer d'être seul. Eh bien, pour ne pas l'être, ça ne le dérange pas du tout de retoquer à la porte de quelqu'un qui l'a ravagé, quelqu'un à qui il a fait un tort considérable sur le plan moral, à quelqu'un qui l'a rendu bouleversé, malheureux, pétrifié de douleur d'avoir été délaissé. Et vous savez bien, parce que vous êtes de ceux ici, et j'en vois, qui l'ont vécu, que c'est tout à fait courant et possible. Donc, il ne doute de rien. Alors, il faut comprendre qu'il va procéder par critique. Et c'est là tout l'intérêt que j'ai à vous présenter le schéma, le cycle dans lequel ça s'inscrit. Alors, vous voyez que là, on va partir de la notion du manque. Vous voyez, en haut à gauche. Le manque, il est cruel pour tout le monde. On a tous besoin d'amour, d'accord? Et comme on a tous besoin d'amour, on cherche l'âme sœur. Et c'est normal, nous sommes des êtres de relation et de contact. C'est complètement normal que nous allions chercher notre grand autre, comme je dis. Donc, quand on rencontre quelqu'un ou quand on le retrouve, oh là là, c'est la vie qui commence à être en rose. Et le créateur d'idylle, qui est le pervers narcissique, va produire cette idylle. Vous voyez, la suite, elle est logique. Et c'est là où il faut se méfier. Donc là, j'ai mis des barbelés rouges, vous voyez, j'ai symbolisé des barbelés rouges pour dire attention, attention, là, il y a à se méfier. Est-ce que c'est une idylle réelle ou est-ce que c'est une idylle feinte? C'est intéressant de prendre du temps, même des semaines, même des mois à vérifier que cette idylle est bien juste. Parce que si l'idylle est construite sur la mauvaise base, eh bien, en fait, le pervers narcissique va créer un isolement de sa proie. C'est-à-dire que, en gros, il va lui dire un dimanche matin, ouais, c'est vrai, on devait aller bruncher avec nos amis, mais franchement, on est tellement bien tous les deux dans le lit, on va faire l'amour toute la journée. Vous imaginez bien que la personne qui entend ça, qui se dit tellement importante à ses yeux, va avoir envie de vivre ça. Et finalement, c'est le brunch qu'on va rater, puis on va déménager parce que on a trouvé une petite maison formidable qui correspond tellement à notre goût, un peu plus loin, et du coup les parents sont un peu moins loin, la famille de la proie est un peu un peu plus loin, un peu plus en distance. Bref, on s'éloigne, et la proie se trouve isolée. Et effectivement, là, c'est là où vous avez la notion, l'étape suivante qui est la vérification par le pervers narcissique de l'emprise. C'est là où vous devez comprendre que c'est majeur. Et une grosse, grosse attention sur cette phase-là, parce que quand il commence à critiquer, eh bien c'est là où vous devez vous dire, tiens, il y a ce qu'on appelle une rupture de ton. C'est-à-dire, tiens, là, bah, il ne me parle plus aussi gentiment qu'avant.
il est plus aussi sympa, il est plus aussi disponible, rien n'est merveilleux comme c'était avant. Et c'est là où il faut comprendre que quelque chose est dangereux. Parce que si vous laissez faire, si les proies laissent faire, elles deviennent vraiment des proies. Elles ne sont plus du tout des conjointes. Donc, c'est là où c'est important. Vérifier, le pervers narcissique va avoir besoin de vérifier que l'emprise est bien solide. J'ai isolé ma proie, je peux commencer à lui dire des choses assez désagréables, avec du cynisme, de l'arrogance, une espèce de glaciation comme ça dans la tonalité. Et voilà le vrai visage, vous le voyez en dessous, en rouge, un vrai visage. C'est son vrai visage. Il est désagréable, mais il s'est servi de son côté caméléon séducteur pour créer l'idylle et l'isolement. Une fois que vous avez son vrai visage devant vous, encore une fois des barbelés, mettez-vous en alerte. Prenez conscience de tout ça. Et pendant que vous vous mettez en alerte en tant que proie, et que la conscience commence à s'élaborer en vous du style, tiens, c'est pas ce pourquoi j'ai voté quand même dans ce couple-là. Eh bien, lui, vous voyez, j'ai marqué un honeymoon au-dessus. Lui, il va repartir dans ce qu'on appelle la phase de retour à la lune de miel. Il va redevenir archi chouette, archi sympa. Avant, il était toujours sympa. Après, il y a eu la douche écossaise pour vérifier que vous êtes bien sous emprise et que ça passe. Et à un moment, il est devenu tout à fait cynique sans être gentil. Ben là, vous allez le retrouver avec quelque chose de vraiment très chouette. Parce que comme c'est un créateur d'idylle, il aura envie de retourner à la lune de miel. Donc, c'est bien là où votre conscience doit s'établir. C'est bien là où vous devez vérifier la sincérité de la personne avec qui vous vivez. Et souvent, et je sais que des témoignages pourront le produire tout à l'heure, toutes les personnes qui ont besoin de comprendre ce qui se passe vont retourner, vont être sensibles à ce retour à la lune de miel, vont retourner dans les bras de celui qui redit des mots gentils, celui qui se montre sympa. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'assurer son coup, sinon il redevient tout seul. Et c'est ça le danger. Donc c'est là où vous devez aller vérifier quelque chose, parce que dès l'instant où vous aurez donné le change, réétabli une logique d'emprise qui est tellement sécurisante pour le pervers narcissique, eh bien, à partir de là, c'est très simple, il va redevenir le cynique et l'abuseur qu'il est. Et c'est là où vous allez comprendre. En fait, cette phase de vérification, elle est évidente. Et donc, vous allez repartir. Donc, vous allez ou pas partir, quitter ce couple. Mais si vous le quittez, eh bien, c'est ça le drame. C'est que quand même, vous vous retrouvez dans votre vide. Parce que vous aussi, en tant que victime, vous êtes dans un vide. Vous êtes dans un manque. Et donc, vous allez probablement vouloir une nouvelle rencontre pour effacer la précédente. Ou parce que vous avez déménagé, que vous êtes loin de vos bases et que vous avez besoin d'une branche sur laquelle vous asseoir, vous raccrocher. Et peut-être que vous allez retomber sur un faiseur d'idylle, etc., etc. Et c'est le cycle infernal. C'est le cycle infernal qui consiste à chaque fois se faire avoir dans l'idée que, dans le fond, ce qui compterait, c'est d'être toujours avec quelqu'un. Donc, les victimes d'un premier pervers narcissique doivent se rendre compte que retourner dans les bras de quelqu'un d'autre, ça va demander une vigilance extrême. Ça va peut-être d'ailleurs même mettre en péril quelque part la rencontre, mais que l'amour ne se traduira jamais par une emprise. L'amour se traduira par de la bienveillance. J'ai été amenée à dire à un petit garçon il n'y a pas si longtemps, tu sais, le bonheur, c'est quand on est doux et gentil, pas quand on est violent. Voilà, ça produit pas de bonheur, la violence. Ça produit de la cruauté, du désagrément, de la tristesse, et c'est bon pour personne. Je vois qu'on me parle. Ah oui, c'est bon, j'ai acté. Donc, ces critiques perpétuelles, c'est là aussi où je veux vous proposer un autre partage. Dans les critiques perpétuelles, vous voyez bien, là vous voyez mon histogramme. L'égogramme. Enfin, c'est ce qui est Oui, marqué en tout cas. c'est un histogramme, Mais ok, c'est ça, oui, oui. effectivement, c'est Pardon, oui, oui, l'égogramme. pardon. Merci, Jérémy. C'est un égogramme que j'ai fait, j'ai rempli un questionnaire que je fais très souvent dans mes tests de personnalité. Et là, je vous montre qu'en fait, nous sommes dotés
de plusieurs instances en nous. Ça, c'est vraiment hérité de l'analyse transactionnelle, qui est l'école de pensée de la relation, où on voit bien que le parent critique, il est bien supérieur là. Il est même très fort. Et pour arriver à ça, le parent critique à gauche de votre écran, il faut répondre à je ne laisse rien passer aux autres et je suis très dur avec moi-même. Il est important d'avoir l'impression d'être utile dans la vie. Il faut être responsable de ses actes et de ceux des autres. La raison doit toujours l'emporter sur les émotions. J'aime bien commander. Ne réussissent que ceux qui s'en donnent les moyens. On ne remet jamais en question l'opinion des anciens. Il faut savoir se dévouer. Je suis pour le respect des valeurs morales. Je suis très respectueux. Une chose est capitale, pour réussir, c'est se faire respecter. Vous voyez, toutes ces notions-là sont des notions de café du commerce. C'est des grandes opinions qui disent comment dire, euh, j'ai des valeurs, j'ai des grandes valeurs, je suis capable de parler, comment dire, de j'ai des opinions sur tout, je suis socialement quelqu'un de très responsable, je, je me manifeste à chaque fois que c'est nécessaire. Bref, j'ai une idée sur tout. Quand on est dans cette notion de parent critique, on est surtout dans une dynamique où, au bout du compte, ce qui va être intéressant, c'est d'avoir raison. Donc, quand vous entendez que quelqu'un se manifeste à la fois en tant que sachant, c'est lui qui sait. Il a plein d'idées sur tout. On pourrait lui parler de la partogénèse des pucerons en Argentine, il aurait un avis là-dessus. C'est-à-dire qu'il sait tout sur tout, tout le temps. Ça devrait quand même vous mettre la puce à l'oreille. Mais surtout, il critique ce que vous pensez par rapport peut-être à un vécu, au profit de ce que lui aura imaginé, dans une espèce de café du commerce où on généralise du style les enfants aujourd'hui, ça regarde trop les écrans, même si c'est vrai. Il y a toujours une opinion, une généralité de tout. Ça aussi, ça devrait vous inciter à comprendre qu'il faut éviter ce genre de personnage. Quand il y a des critiques perpétuelles, en fait, c'est quelqu'un qui va démanteler les principes parce qu'il a besoin de créer sa propre morale. Et c'est lui qui va donner des leçons, c'est lui qui a un avis sur tout, donc il va être amené quelque part à critiquer la bonté, la bienveillance, la solidarité, les bonnes intentions. Bref, finalement, tout ce qui est contradictoire par rapport à ce qu'on lui a appris. Il ne faut pas oublier un truc, c'est qu'il est capable de condamner, par exemple, un voisin qui a prêté sa tondeuse à un autre voisin en disant il va se faire avoir. Vous voyez, il est capable de ça parce que dans le fond, il n'y a pas de bonté réellement dans son histoire et dans sa vie. Donc, il ne peut pas l'intégrer dans son quotidien. Il va avoir besoin de se dissocier de ceux qui fonctionnent différemment de lui. Donc, les gens gentils, ben, il va les déglinguer. Et si vous êtes gentil, ce que vous voulez faire d'ailleurs, vous êtes des bonnes âmes, eh ben, vous allez être déglingué et vous n'allez plus rien comprendre. Et c'est ça qui est important, c'est de comprendre qu'il y a un démantèlement des principes et qu'en plus, il y a un processus de radicalisation. Et là, j'attire l'attention de Madame Lizo, qui s'intéresse à la question sectaire, pour vous parler de cette emprise absolue qui est la tyrannie autour de la pensée. C'est-à-dire qu'il faut, Madame Lizo, que vous vous rapprochiez de Serge Éphèse, qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là. Il est psychiatre, il est psychanalyste aussi à Paris. Il a travaillé à la Salpêtrière, il travaille toujours, et il a travaillé sur les jeunes enfants, enfin les jeunes adolescents radicalisés par Daesh notamment. Et il s'est rendu compte qu'il y avait un principe qui était l'emprise familiale, qui prévalait chez tous les enfants radicalisés qu'on avait ramenés in extremis de l'aéroport en partance pour la Syrie. Il s'est rendu compte que les origines étaient extrêmement hétérogènes. Ce n'étaient pas uniquement des familles musulmanes sorties de milieux sociaux défavorisés dans des HLM pourris. C'était toutes sortes de personnages issus en fait de familles pour lesquelles on peut considérer qu'il y a forcément un pilier central qui est tyrannique. Et ce pilier central tyrannique, il fonctionne d'une certaine manière comme une secte, c'est-à-dire que c'est un gourou, par exemple un père très autoritaire ou une mère omnipotente, et tout le monde va contribuer à cultiver le dogme érigé par le personnage central.
tout le monde s'associe de manière tacite. C'est-à-dire, personne ne se dit, toi tu fais ça, moi je fais ça. Non, non, tout le monde s'exécute. Eh bien, c'est ça, ce principe de radicalisation. C'est-à-dire dans les groupes extrémistes, dans les groupes politiques, dans les sectes, dans le terrorisme en général, les nazis, c'est tous des gens qui sont dans une pathologie narcissique profonde autour d'un pouvoir central qui ne peut être contesté. Donc, évidemment, ce genre de tyran veut inventer un nouveau monde. Qu'est-ce que c'est que le nazisme si ce n'est un nouveau monde autour de la race aryenne? C'est la même chose. Donc, pour imposer sa propre morale, eh bien, il va justifier de n'importe quelle manière, même en fraudant, même en abusant, parce que lui, il va considérer que c'est un mal nécessaire. Et donc, notamment dans l'éducation des enfants, il va imposer des châtiments corporels, notamment parce que lui, dit-il, est dans une trilogie toute inconsciente, où là je fais référence à mon livre, eh bien, comme il l'a vécu et qu'il n'en est pas mort, eh bien, il trouve que c'est finalement très bien pour ses enfants de manière à les mater. C'est-à-dire qu'il va se venger de son histoire en prenant la position dominante du gourou qu'il a vécu, notamment au travers probablement de son père, ou enfin de la personne la plus influente dans la famille. Donc en fait, il va donner une autre morale. Et là où c'est grave, c'est que sa victime eh bien, va complètement acter que ça ne peut pas être autrement. Elle a lâché l'affaire, elle a décidé de s'en remettre à ce gourou, ce personnage central, ce mari, qui même s'il est peut-être violent avec des enfants, qui même s'il est peut-être extrêmement cynique tout le temps, s'il n'a aucun égard pour elle, si même la sexualité conjugale est d'une brutalité infinie, eh bien, elle lâche l'affaire. Elle rend les armes. Elle se dit, tant pis, je n'ai pas mérité autre chose. Maintenant, j'ai 1, 2, 3, 4 enfants, voire plus. Je ne peux pas me sortir d'une situation comme ça. Et ce tant pis-là est ravageur. Parce que ce tant pis, c'est qu'elle a décidé à un moment de renoncer à son propre bonheur et surtout au fait de prendre soin de ses enfants. Or, vous savez, pour ceux qui me connaissent, qu'il y a 2 principes dans la vie. Le principe qui consiste à rendre soin, le principe féminin, et le principe qui consiste à aller vers, le principe masculin. C'est-à-dire que ces femmes, ces conjointes de pervers narcissiques, ne vont plus vers, donc elles ne vont plus conquérir leur bonheur, elles ne vont plus vers un autre homme, peut-être, en pensant qu'il pourrait être différent, elles ont renoncé à ça, et en plus, elles ne prennent plus soin, ni d'elles, ni de leurs enfants. Parce que même si, comme je l'expliquais dans mon webinaire précédent, elles se servent d'un enfant comme d'une poupée préférée, qui est consolatrice, qu'on peut prendre dans les bras, avec qui vraiment on passe un petit moment de rare entente, dans une fusion avec un enfant. De toute manière, ça n'enlève rien au tableau noir que la famille a inscrit désormais de manière absolument durable et continue, c'est qu'il y aura un enfer et qu'il faudra s'y assujettir. Donc ces femmes-là ne prennent plus soin, elles ne sont plus dans leur principe féminin et elles ne conquièrent plus, elles ne sont plus dans leur capacité à proposer du bonheur pour elles-mêmes et leurs enfants. Elles ne sont donc plus capables de sortir de cette emprise-là et font vivre un littéral cauchemar à leurs enfants sans même s'en rendre compte. Peut-être qu'elles s'en rendent compte un peu, mais c'est tellement troublant tous les jours qu'à un moment, on est dans le déni. Et ce déni, un enfant ne peut pas le combattre. C'est-à-dire qu'un enfant sera obligé de s'associer au déni de la mère. L'enfant va peut-être être témoin de souffrance, va peut-être être témoin de la violence ou de perversion quelconque, même sexuelle, incestueuse. Mais l'enfant, en tout cas, ne pourra faire qu'une chose, c'est attendre que ça se passe. Et qu'est-ce qui se passe au bout du compte quand l'enfant peut enfin sortir de ce système? Eh bien, il se passe qu'il va finalement chercher la même emprise, parce que le principe de radicalisation, il est là. C'est que quand on a vécu dans un système d'emprise familiale, en fait, pour en sortir, on ne peut qu'aller chercher une radicalisation plus grande. C'est-à-dire que j'ai été enfant d'un pervers narcissique qui a détruit ma famille, eh bien, je vais aller chercher un pervers narcissique parce que moi, peut-être que j'en ferai un homme meilleur. Et donc, il y a une quantité de femmes qui, malheureusement, se retrouvent dans des situations apocalyptiques. Et c'est là où on peut se rendre compte que leur conjoint n'est pas le premier pervers narcissique qu'elles ont fréquenté, qu'en fait, le premier, c'est le père.
Et pourquoi Alberto Heger, qui dans son talent infini a compris qu'il fallait vulgariser autour de la complice, c'est que la mère, de ce fait-là, apporte une complicité. Elle est témoin passive de quelque chose. Et c'est le principe de toute vie familiale incestueuse, c'est que la mère a besoin de tourner le dos. Elle a renoncé. Alors, incestueuse ou violente, elle a renoncé. Elle a eu besoin de ne pas voir. Et moi, ça, je peux vous en parler, puisque je me rappelle encore, dans l'enfilade des pièces, alors moi, je n'ai pas eu d'inceste ou autre, c'était d'un autre ordre, mais je me rappelle que dans l'enfilade des pièces, ma mère était bien le dos tourné dans sa cuisine, à ne surtout pas intervenir, alors que pourtant, j'aurais eu besoin de protection, et de vraie protection. C'est ça le problème, c'est qu'après, on rentre dans une trilogie inconsciente, j'ai souffert de ça, je l'ai normalisé, je le reproduis. C'est la théorie que j'ai fondée. Le problème aussi, c'est que pourquoi ces femmes ne partent pas? Elles ne partent pas parce qu'elles se sentent coupables. Et c'est ça le grand drame, c'est une culpabilité horrible. C'est l'idée de se dire, bah, j'ai fait un mauvais casting, tant pis pour moi, tant pis pour nous, ça va être notre lot quotidien désormais. C'est ça qui est dramatique, c'est que ces hommes ont une telle posture, elles ont pris une telle place qu'en fait, tout le monde s'est emmuré dans un sentiment que c'est dommage, on se sent coupable certes, mais on se sent également extrêmement impuissant. Le problème aussi vis-à-vis des enfants, et c'est pour ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui peuvent évoquer cette question-là aujourd'hui parmi nous, les enfants vont être pris à témoin souvent euh, au titre de complice. C'est-à-dire que le pervers narcissique va passer par un enfant pour justifier du dénigrement de sa mère, par exemple. Et notamment, alors là, il y a deux cas de figure, où le pervers narcissique abusif a un fils et il va considérer que ce fils ne doit pas être son dauphin, parce que des fois qu'il deviendrait Brutus, capable de tuer César, vaudrait mieux l'étouffer dans l'œuf. Donc en fait, il le bride, il le brime, il lui casse les ailes, il ne le soutient en rien, il le dévalorise beaucoup, et je sais qu'il y en a ici. Ou alors au contraire, il en fait son dauphin, et il le part de toute l'attirail de la perversion narcissique pour devenir lui-même l'héritier de sa grande œuvre. Et à partir de là, il devient le bras armé vis-à-vis de la mère, vis-à-vis des sœurs, vis-à-vis du féminin en général, où dans cette famille-là, on assiste à une dégradation de l'image du féminin par les hommes, par le masculin, et un sentiment de dévalorisation constant des femmes par rapport à l'image qu'elles renvoient chez le masculin. Donc c'est terrible. Mais les voisins, les enfants, grâce à la médisance, grâce à la confidence en double jeu, grâce à l'allusion, parce qu'il y aura beaucoup de systèmes allusifs comme ça, on va induire des choses, ça marche beaucoup par induction, eh bien les pervers narcissiques arrivent à ce type de perversion dans toute une famille, dans tout un système familial, certains en ayant besoin d'être craints, donc instaurer une terreur, certains par la persuasion, c'est-à-dire où je suis ton copain, ce qui a été le cas de mon père, ou je suis ton bourreau et tu vas me respecter, ce qui est le cas des hommes violents. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire en tout cas. Mais ce sont des gens qui sont très clivés, c'est-à-dire qu'ils sont tout ou rien, et que s'ils sont brillants en société, c'est bien parce que grâce à l'isolement de leurs victimes, il ne va pas être possible de s'en sortir. Je vais parler de la femme perverse narcissique maintenant, parce qu'elle n'a pas le même profil. Elle conserve un même mode opératoire autour de la séduction, de l'invasion et de la destruction, mais dans une façon de se rendre totalement indispensable. L'homme, il peut partir, il peut quitter la maison, il va quand même établir son charisme ou son emprise, il fait ce qu'il veut, il jouit de son temps, lui, de manière extraordinaire. Lui, c'est un jouisseur de la vie, quoi, en gros. Il fait ce qu'il veut, alors que la femme, elle va se rendre totalement indispensable. C'est ce qu'on appelle une fausse présence en psychanalyse, c'est-à-dire que ce sont ces femmes qui sont des épouses parfaites, des femmes d'intérieur hors pair. Elles sont très organisationnelles, elles sont partout, elles accompagnent l'enfant à la danse, elles savent qu'elles ne doivent pas être en retard au tennis pour le petit dernier. Enfin, bref, elles font les courses, même les papiers de la maison, tout va bien. Mais elles vont opérer comme le pervers narcissique
masculin par des mensonges, beaucoup de dénigrement, beaucoup de dévalorisation, beaucoup de culpabilisation, lorsque tout le tableau parfait aura été installé et qu'elles auront choisi la bonne proie pour pouvoir le faire perdurer. Quelle est la proie de la femme perverse narcissique? Ce sont des hommes doux qui sont plutôt gentils, plutôt réservés, plutôt inhibés. Ils sont très généreux, ils n'aiment pas le conflit, ils manquent évidemment de confiance en eux, ils ont tellement besoin d'être aimés et tellement besoin de retrouver un féminin maternant, peut-être d'ailleurs dont ils ont été eux-mêmes privés, donc trouver ou retrouver. Parce que parfois, certains ont une mère très aimante et il y a cette partie infantile-là d'eux qui n'a pas pu émerger en adulte et donc ils vont chercher une mère de substitution dans une femme qui va finalement prendre en charge l'ensemble de la vie. Ou alors, au contraire, ils ont une mère abandonnique et il faut la remplacer. Il faut trouver quelqu'un qui va prendre cette place. Donc, ils sont très altruistes. Et puis, ils ont l'habitude de se couper de leurs émotions parce que eux, ce sont des hommes. Sont moins enclins à se confier. Ils souffrent davantage en silence. Donc, ce sont des proies qui vont être encore plus faciles à atteindre parce qu'ils n'ont même pas une meilleure copine à qui parler. Voyez, il n'y a même pas d'emblée un périmètre chez les hommes de cet acabit qui va pouvoir servir de refuge. Et c'est ça la grande difficulté, c'est que ces femmes-là arrivent comme dans du beurre. Elles n'ont aucune, il n'y a pas de verrouillage, puisque déjà, il n'y a pas de périmètre propre. Et ces hommes, souvent, ont tellement pris l'habitude d'être dénigrés, de ne pas avoir une conscience tout à fait éclairée de leur puissance corporelle, voire sexuelle, euh, pour ne plus douter d'eux-mêmes. Quand la femme crée l'idylle, comme l'homme peut la créer, eh bien, c'est une opportunité historique. Ils sont capables de tout, tout faire partir en vrille pour pouvoir vivre cet instant-là. Et donc, ne pas faire durer l'idylle est insensé pour eux. C'est une horreur, c'est une souffrance absolue. Donc, ils oscillent entre est-ce qu'elle m'aime pas, est-ce que c'est elle qui va bien, est-ce que c'est moi qui vais mal. Et en fait, on appelle ça vraiment la faute sans nom. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sentent coupables de quelque chose et ils savent même pas pourquoi. Ils savent qu'il y a quelque chose qui cloche. En fait, ils savent qu'elle est même plus très charmante, mais ils se sont embarqués dans un truc qu'ils ne peuvent pas renier eux-mêmes. Parce que dans l'antériorité, ce n'est pas agréable non plus. Ils ont fait une tentative désespérée de sortir d'un cauchemar ou de quelque chose de relativement confondant en termes de, je dirais, voilà, c'est une satisfaction relative, hein. Vous savez, dans ma trilogie inconsciente, qu'il y a une genèse dans la trilogie, c'est le renoncement sur la base de laquelle on s'accommode et à partir de là, on va trouver une satisfaction relative. Et donc, forcément, la satisfaction relative, on a voulu la quitter pour une grande passion, on a du mal à y retourner parce que c'est très fade. Donc, il faut vraiment que la perverse narcissique l'éjecte littéralement pour pouvoir l'obliger à retourner à la position antérieure et qui pourtant n'est pas plus noble parce que dans le fond, c'est bien là la première perversion narcissique, c'est de ne pas avoir été heureux pendant toute sa vie avec une femme, des enfants qui n'ont pas vraiment pris soin de lui et ça arrive tellement fréquemment. C'est là où il faut comprendre, c'est que les femmes perverses narcissiques abusent à un degré que les hommes ne font pas, c'est-à-dire qu'elles sont des meurtrières. Elles abusent financièrement, elles abusent en identification projective, c'est-à-dire qu'elles ont besoin d'hommes plutôt dotés, on va dire, soit financièrement, soit de manière patrimoniale, parce qu'elles ont besoin d'être au bras d'un homme qui va montrer que dans le fond, il a une certaine forme de puissance sociale. Certains se manifestent par, je sais pas, ils jouent très bien au tennis, ils remportent des coupes. Enfin, ils ont beau être, comment dire, en difficulté dans leur vie personnelle, quand même, ils arrivent à avoir un terrain plutôt bien organisé, plutôt bien accompli dans la vie sociale. Et donc, c'est ça qu'elles viennent chercher. Elles viennent chercher un homme qui va leur paraître digne d'être en représentation avec elles. Et puis, évidemment, comme source financière, elles vont se repaître du portefeuille qu'il représente, qu'il incarne. Et puis surtout, ce qui caractérise la perverse narcissique, c'est sa séduction et sa liberté de corps.
En fait, autant l'homme va se montrer avec ses performances, il va même feindre d'être humble. euh, C'est-à-dire qu'il peut dire, j'ai fait des choses formidables, mais vous savez, on était en équipe. Vous voyez, il y a quelque chose quand même de séduisant chez l'homme parce que il n'en rajoute pas des caisses. La femme, elle, c'est une bombe atomique. Elle est sulfureuse. C'est Barbarella. C'est celle qui va montrer peut-être qu'elle est fragile parce qu'elle a besoin d'un grand sauveteur. Ça aussi, c'est possible. Et donc, l'homme va se trouver enfin narcissisé dans une position dominante, en tout cas d'altruiste et de généreux. Mais au bout du compte, elles vont se montrer très délurées. C'est des femmes qui ont une facilité à se mettre nues, à dominer sexuellement l'homme, à l'attirer dans des filets, comment dire, de séduction très typiquement féminine. Elle flatte beaucoup, elle joue les effarouchés. Enfin, franchement, c'est très caricatural. Elle semble être à sauver, mais en fait, elle ne l'est pas. Donc, elle va soigner sa présentation, elle va avoir un intérieur impeccable, des enfants bien élevés. Vraiment, c'est la femme parfaite. C'est la femme que l'homme en déficit attend. C'est une séduction très stéréotypée cependant. Elles se pavanent. Ce sont des femmes qui se pavanent. Elles sont à l'aise avec leur corps. Voilà. Elles, euh, elle tend ses filets. Elle ne séduit pas réellement, elle tend ses filets. Et peu importe d'ailleurs qui va tomber dedans. Ce qui compte, c'est qu'il y ait quelqu'un. Euh, Elle va avoir besoin de signes de reconnaissance positifs, elle va avoir besoin de signes de richesse, alors que l'homme, dès l'instant où il a organisé son emprise, alors là, il est totalement détaché. Hein. Il n'a plus besoin d'être narcissisé par sa proie. Hein. C'est plus la peine du tout. Lui, il vit dans son jardin, dans son boulot, avec ses copains. Il fait des voyages tout seul. Enfin, il s'organise tout seul. La femme, elle, a besoin sans arrêt de ramener cet homme-là, là, ici, au pied couché. Elle est dominatrice. C'est vraiment l'archétype de la dominatrice. Voilà. Et surtout, elle va avoir besoin de dénigrer en induisant à l'homme que c'est à lui de faire pour elle. Elle est dans le lit, elle va lui dire, mais enfin, tu n'es pas déjà à la cuisine en train de me faire mon petit déjeuner. Elle va être aussi cash. C'est des femmes très cash. Elles sont tout à fait détestables, quoi. Donc, elles ne sont plus du tout petit oiseau blessé du départ. Elles sont celles qui vont vraiment induire quelque chose de tellement dégradant pour l'homme que c'en est terrible, terrible. Il y a des femmes aussi qui vont être totalement silencieuses, c'est-à-dire qu'elles ne disent rien, il ne se passe rien, l'autre n'existe plus, il n'a pas été non plus très flagrant en elle, et elles s'organisent pour pouvoir, juste d'un battement de cils, juste d'un sourcil froncé comme ça, montrer à l'autre comment il est minable. Mais elles vont le ramener à elle tout le temps, tout le temps. Et c'est là où c'est intéressant, et je vais vous proposer ce diagnostic différentiel entre la question acrobate, voilà. Vous voyez mon diagnostic différentiel entre le pervers narcissique et le psychopathe? Oui. Merci. C'est un diagnostic que j'ai voulu vous proposer pour vous permettre de comprendre qu'il faut que vous fassiez une distinction. Et ce n'est pas tout à fait la même pathologie, je dirais. Mais il y a quand même beaucoup de ressemblances. Par exemple, cette froideur émotionnelle que j'évoquais, alors là, pour l'homme comme pour la femme, c'est pareil pour les deux. Un psychopathe ou un pervers narcissique, c'est pareil. Dans la proportion à agir, là, on commence à avoir une différence. C'est-à-dire le pervers narcissique va être plutôt offusqué tout le temps, mais vraiment, il est tout le temps en train de râler. Rien ne va. C'est moche, tout ce qu'on fait, c'est moche, c'est pas beau, comment c'est pas encore fait. Enfin, il est d'une manière générale quelqu'un de très pontifiant. Alors que le psychopathe, il a plutôt tendance à l'impulsivité. Ça va se déclencher comme ça va le même faire rire. C'est pas du tout quelqu'un qui est en colère, le psychopathe. Lui, il est plutôt en train de se frotter les mains. Dans la manipulation, oui, plus, effectivement. Et chez le pervers narcissique, on instrumentalise l'autre, comme par exemple l'enfant dont je vous ai parlé. Mais en termes d'empathie, d'attachement à autrui, de respect pour autrui, l'intériorité, elle est aussi vide dans un sens, enfin chez l'un comme chez l'autre. Dans une capacité d'introspection, c'est pareil, c'est pas possible. Dans la conscience du mal provoqué, c'est inexistant. Des idéaux, il y en a pas. Là, alors là, dans la rancœur autour d'un vœu de vengeance, tous les deux, oui, bien sûr. Et vous avez compris de par leur genèse. Leur capacité de se projeter dans l'avenir, oui, parce que le pervers narcissique a besoin de se voir en grand,
Alors que le psychopathe, lui, il ne voit pas à l'heure qui suit. Il est dans une impulsivité tout le temps. C'est l'effet de l'immédiateté, lui. Il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Pour ce qui concerne les violences physiques, c'est là où on peut avoir deux tableaux dans certaines familles, parce que normalement, le pervers narcissique n'est pas violent physiquement. Il l'est en dégradant, il l'est de manière psychologique. Mais si il n'a pas réussi à manipuler, là, il peut tenter en tout cas de frapper, et il peut aussi secouer les enfants. Vraiment, il peut être très mordant vis-à-vis des enfants. Parce qu'un enfant, il se met debout, il va le dominer, vous comprenez. Donc, il ne va pas s'attaquer à un adulte, mais souvent à un enfant. Alors que le psychopathe, lui, il frappe. Là, il a une impulsivité dans son pulsionnel qui est manifeste, ça c'est clair. Dans la jouissance éprouvée, on ne peut pas vraiment dire que le pervers narcissique se gargarise de ce qu'il fait. Au contraire, il est offusqué. C'est même sa marque de fabrique. Il est cynique, un peu plus bas, là, deux lignes plus bas. Vous voyez, il y a des sarcasmes plutôt chez lui. Alors que vraiment, souvent, je dis plus ou moins parce qu'il y a des tableaux, mais je suis plus en train de décrire la perversion narcissique que la psychopathie, mais de manière générale, le psychopathe rit, il ricane. Il ricane. Euh, le pervers narcissique va vraiment chercher à faire du prosélytisme, notamment auprès de ses enfants aînés qui vont prendre le relais s'il n'a pas le sentiment qu'il peut les dépasser. Et ce sont des menteurs pathologiques, ce sont des mythomanes qui créent une imposture constante, alors que le psychopathe, pas du tout. Lui, il se montre tel qu'il est, il est basique de chez basique, c'est très archaïque chez lui, il ne va pas chercher du tout à imaginer un costume quelconque, alors que le pervers narcissique, bien sûr. Excusez-moi, Lequel, madame, j'ai juste une toute petite question. C'est quoi du prosélytisme? Le prosélytisme, c'est quand on essaye de ramener quelqu'un à la même action que soi, ou à la même pensée que Hmm, soi. En fait, on veut des ok. élèves. On veut des élèves et Mhm. on veut qu'ils adhèrent. C'est ça. Ok, ok, merci. Oui, merci, effectivement, je n'ai pas pensé à le décrire. Tout ce qui est calcul, montage de stratégie, ça, c'est le pervers narcissique. Et c'est là où vous pouvez le décoder. C'est que tout est calcul. Tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'émotion, il n'y a que de la stratégie. Alors que le psychopathe, pas du tout. L'utilitarisme, oui, puisqu'il se sert de l'utilité que les autres auront vis-à-vis de lui, donc ça c'est évident, alors que parfois le psychopathe ne s'encombre pas de ça. Le fétichisme, on en a parlé. La séduction narcissique fait partie du tableau de la perversion narcissique, mais pas du tout du psychopathe. Il peut être moche comme un pou, habillé comme un sac, ça ne le dérange pas, alors qu'il y a quand même une certaine tenue chez le pervers narcissique. Mais une grande paradoxalité, c'est-à-dire qu'il peut dire tout et son contraire. Je donne souvent l'exemple parce qu'il est frappant d'un homme qui, dans le huis clos, va déglinguer sa femme parce qu'elle s'est acheté une robe qui pourtant a l'air d'être belle, a l'air de bien lui aller. Elle l'a choisie avec soin, elle s'est habillée avec attention pour une soirée à laquelle ils sont conviés. Et puis donc, il va vraiment lui dire, la mettre plus bas que terre, t'es nul, t'es moche, t'as pris 30 kilos, mais heureusement que je suis là parce que personne te choisirait. Si je suis pas là, tu n'es rien. Enfin bon, bref, t'es trop moche. Et puis arrivé à la soirée devant tout le monde, il va l'aduler, l'encenser, lui dire regardez la robe de ma femme, quel goût elle a, qu'est-ce qu'elle est merveilleuse. Donc la femme, elle est prise dans un étau là de paradoxalité absolument confondant. On a parlé de l'identification projective avec l'induction. On fait croire à l'autre qu'il a à agir. On n'a même pas besoin de le dire clairement. Du style, par exemple, moi, si j'étais toi, je ferais ceci. Enfin bon, je dis ça, je dis rien. Donc, il a induit qu'il fallait le faire. Voilà. Il n'a pas donné un ordre. Alors qu'au contraire, le psychopathe, là, c'est très, très clair qu'il a besoin d'être craint. Il a besoin de faire peur. Ça, c'est probablement quelque chose qui est le plus manifeste. Le vampirisme, on en a parlé, c'est de la prédation, hein. Il y a de la prédation, on veut une proie, alors que le vampirisme, le psychopathe n'a pas besoin d'aller chercher l'histoire de l'autre pour s'emparer. Il s'en fiche royalement. L'attitude secrète, effectivement, c'est là la grande distinction. Le pervers narcissique avance masqué, alors que le psychopathe avance avec toutes les couleurs qui vont arborer sa palette. Il est cash, il est clair. C'est un homme violent, c'est un homme détestable et fuyez. Et puis dans la pensée est très logique chez un pervers narcissique parce qu'il est stratégique. Il dit, je veux créer un autre ordre, mon autre ordre.
c'est maintenant ma dictature, alors que la pensée du psychopathe est dominée par une tendance plutôt à la persécution. Et il voudrait qu'on répare. C'est-à-dire que le monde ne m'a rien donné, maintenant le monde me doit quelque chose, donc je vais me servir sur la bête. En gros, c'est ça. Donc, mon enfance pourrie, et ben maintenant, la société va me le faire payer. Enfin, je vais faire payer la société plutôt. Le surmoi n'est C'est pas un peu un constitué. c'est Oui. un peu un pardon, désolé, c'est un peu un raisonnement de sociopathe aussi. Quelle est la différence dans ce cas-là? Parce que j'ai Ben, l'impression que le sociopathe aussi, il va être c'est ça. il va Le sociopathe va en fait agir contre la société, notamment par des actes de violence, de dégradation, même des graffitis. Il en veut à la société qui ne lui a rien donné, donc il va trouver que c'est la société qui doit être sa victime, alors que le psychopathe, c'est dans le privé, c'est dans la relation à ah l'autre. OK, C'est la OK, différence, OK, mais OK, effectivement, c'est la même psychopathie. C'est OK, la cible merci. qui n'est pas la même. Et puis dans les histoires personnelles, et c'est là aussi en tant que victime, il est important de comprendre que quand il y a des abandons, des carences, des non-reconnaissances de la filiation, parce qu'on dit à un enfant, tu as été un accident, c'est comme si on ne le reconnaissait pas vraiment, ou des négligences, voilà, on peut déterminer dans le transgénérationnel aussi. Chez les psychopathes, c'est plutôt des délinquants, des violents, des marginaux, des SDF, alors que chez les pervers narcissiques, c'est des abuseurs, des tricheurs, des escrocs, des dictateurs. Voilà, c'est pas le même tableau. Voilà. J'espère que ça va vous aider en tout cas. Mais ce qui compte, c'est que vous compreniez que il y a évidemment dans toute cette grille de décodage quelque chose à mettre en œuvre pour pouvoir parer à tout ça. Et donc, c'est là où je vous propose un tout dernier euh, partage, c'est ces fameuses positions de vie. Alors, c'est tout simple et c'est tellement schématique que c'en est plaisant, je vous assure. C'est que dans le fond, vous allez pouvoir comprendre que le pervers narcissique, il est dans la position plus-moins. C'est-à-dire que je domine l'autre. Heureusement que je suis là, parce que les autres sont nuls. Alors que les victimes des pervers narcissiques vont être dans le moins-plus. Heureusement que l'autre est là, parce que moi, je ne peux rien faire toute seule. Je suis trop petite ou trop petit, ou je n'ai pas assez d'intelligence, ou bref, c'est ce qu'on appelle l'angoisse de castration. Dans la question du moins-moins, c'est je suis nul et le monde est pourri. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la psychopathie là. Mais dans le plus-plus, c'est moi je suis chouette, j'ai plein de compétences, je peux me projeter dans mon avenir, j'ai des idées sur mes perspectives, j'ai de l'ambition, j'ai de la ressource intérieure. Et en plus, le monde est plein de promesses. Donc c'est là où vous devez comprendre que dans ce schéma-là des positions de vie, il vous appartient en tant que victime, si c'est le cas pour vous, de toute façon ça ne peut pas être autrement, que vous réfléchissiez simplement à cette dimension-là. La victime, elle stimule, et j'en terminerai par là, elle stimule le pervers narcissique parce qu'elle est tolérante, elle-même accorde une absence de limite, elle-même, dans sa faible estime de soi, contribue à devenir un terrain de jeu pour le pervers narcissique. Son besoin de soutien moral ou matériel, peut-être qu'elle vient de perdre son emploi, cette victime, elle a besoin d'une assise affective. Bref, le pervers narcissique va lui permettre de se donner l'illusion d'être enfin soutenu, enfin accompagné, d'avoir enfin son aura. Et donc, à chaque fois il faudra, il va réinstiller, réinjecter une espèce de piqûre de rappel de « mais si, tu es formidable » pour pouvoir après le retirer et dire en fait, tu es vraiment une nulle et je te trouve moche. Euh, le pervers narcissique va souffler le chaud et le froid, la douche écossaise tout le temps, parce que dans le fond, ce qui compte, c'est qu'il établit simplement un lien dès l'instant où il a isolé sa victime. Donc pourquoi ça marche? Parce que la victime, elle se sent comprise alors que c'est un mensonge. Parce qu'elle a peur de rater une occasion inespérée d'être aimée. Parce qu'elle a peur, ou en tout cas elle a besoin de ne pas prendre la responsabilité d'agir seule. Elle a besoin tout le temps de la validation d'autrui. Et ça, c'est quand même drôlement dommage. Il faudrait vraiment à un moment qu'on commence à comprendre qu'on peut réfléchir par soi-même, éventuellement partager son avis à quelqu'un, mais au moins montrer qu'on a un avis. C'est aussi simple que ça. Parce que si vous dites dans une cabine d'essayage, est-ce que ça me va bien? Ça montre que vous n'avez aucune idée de la question. Mais si vous dites en sortant de la cabine d'essayage à un pervers narcissique, ah là là, j'adore, qu'est-ce que tu en penses? Là, vous voyez bien qu'il y a
en soi une opinion de soi. Dans le premier cas, il n'y en a pas, et donc le pervers narcissique décide pour vous. Et dans le deuxième cas, il y en a une plutôt, une opinion de soi. Et c'est ça qui fait toute la différence. Donc en fait, ne pas avoir besoin de la validation de l'autre fait partie des premiers barrages, les fameux fils de fer, enfin barbelés rouges que j'évoquais tout à l'heure, les premiers barrages. Ne soyez pas démunis d'une conscience de vous-même, d'une opinion, d'une pensée propre. Donc, quand vous ne l'avez pas, cherchez avant de poser la question à l'autre, en lui montrant qu'en fait, vous êtes vide de ça. Et c'est ça qui produit, évidemment, le problème. Et puis, chez les victimes, il y a une dimension sacrificielle. C'est-à-dire qu'elle est très archaïque. Hein. Et il y a cette idée de prendre en charge la maman probablement dépressive que toute victime de pervers narcissique a dû connaître. En tout cas, prendre en charge une petite sœur, un petit frère, quelqu'un, quelque chose. L'estime de soi de la personne qui en est victime est dégradée. Donc, en fait, il est important de se réaliser sans avoir besoin, d'être forcément à deux. Hein. Réalisez-vous vous-même et recueillez les fruits de ça. Et j'insiste là-dessus parce que d'aucunes, en tout cas, même d'aucuns d'ailleurs, si, hommes et femmes que je vois ici, se sont très très bien réalisés socialement. Très très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est la faille? Donc, chercher la faille, elle est toujours dans l'histoire. La faille, c'est toujours l'estime de soi qui a été dégradée. Et vous entendrez là, je vais vous laisser la parole, euh, 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 vous entendrez que dans le fond, tout a été évidemment tracé d'avance, parce que c'est bien l'histoire qui prédispose la victime à la rester. Il n'y a pas d'enfant enrichi affectivement dans ce qu'on appelle un attachement sécure, confère le webinaire que vous pouvez voir en replay du mois d'octobre. Octobre et novembre, c'est 2 volets de l'année 2020. Il n'y a pas de victime qui n'ait pas été dans un attachement dit insécure dans l'enfance. C'est ça la vraie clé. Donc, reconstruire, qu'est-ce qu'on fait en thérapie? Parce que ce sont les victimes qui me consultent ou qui nous consultent, c'est jamais les pervers narcissiques, sauf pour se servir d'alibi pour dire, tu vois, hein, je me soigne. Pas vrai, ils ne peuvent pas investir la thérapie. Donc, la victime, qu'est-ce qu'il faut vraiment? Quel est mon travail vis-à-vis de la victime des pervers narcissiques? Démontrer que tout est codifié et que ce cycle-là que je vous ai évoqué et que je peux d'ailleurs vous reproposer sous un autre angle, vous allez pouvoir comprendre. L'enfance peut enrichir affectivement avec une espérance de reconnaissance qui va vers la rencontre tant attendue d'ailleurs par les deux, le pervers narcissique et la victime. L'idylle qui est une revanche finalement par rapport à tout ce qui a été vécu. L'apparition de l'estime de soi, enfin, puisqu'on représente quelque chose de très important pour l'autre. Et puis le choc de la réalité qui doit mettre en alerte. Et cette désillusion dans la fatalité que la vie entière restera si peu enrichie conduit encore à reproduire de l'espérance, de reconnaissance, etc., etc. Et ce cycle-là est infernal. C'est vraiment un cercle vicieux. Donc, à tout le moins, le comprendre, c'est essayer de l'abolir. Donc, nous devons comprendre en thérapie que tout est codifié, comme je vous l'ai indiqué là. C'est très, très temporalisé. Il y a des étapes dans l'emprise. Que reconstruire l'estime de soi et notre capacité de penser, c'est lutter contre un parasitisme à distance. C'est-à-dire, même dans les rêves, même quand on a renoncé à un pervers narcissique qui continue de nous hanter. On continue de le convoquer dans notre intérieur. Je connais parmi vous quelqu'un qui a réussi à quitter un pervers narcissique et en tout cas, ils se sont quittés, peu importe, mais qui continuent à le convoquer et qui continuent à avoir besoin de lui téléphoner ou de lui envoyer des SMS, qui continuent à aller dans son quartier, qui continuent à espérer, qui continuent. C'est du parasitisme à distance. Il n'est plus là. Il faut clore le sujet. Donc, redevenir un sujet pour établir une nouvelle forme de relation à l'autre. Donc, ça redonne de l'espoir sur la perspective finalement de ne pas rencontrer de nouveau un personnage du même ordre, avec évidemment dans la thérapie ce besoin de parler et d'être compris, compris. Lutter contre sa honte aussi, d'en être arrivé là. Et il n'y a pas 36 000 solutions, c'est rompre l'isolement. Et c'est ça, peut-être, en travaillant l'autonomie de pensée, ce par quoi je conclurai, c'est l'idée que, dans le fond,
tout l'enjeu a consisté à se faire isoler et maintenant tout l'enjeu de la thérapie consiste à sortir de l'isolement parce qu'il ne faut jamais oublier une chose, c'est que dès l'instant où un pervers narcissique est démasqué socialement, c'est-à-dire en dehors du huis clos, eh bien la perversion s'arrête tout simplement. Parce que, et c'est encore un témoignage que j'ai recueilli parmi vous, il est bien évident que la première réaction quand on demande, quand on informe un pervers narcissique qu'on va le quitter, la première réaction qu'il a, c'est de dire « mais qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce que vont dire tes parents? Qu'est-ce que vont dire mes parents, mes amis? Mais comment je vais leur expliquer ?» C'est un échec profond. Mais dès l'instant où on sort du huis clos, eh bien, tout s'arrête. Donc, en fait, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Et je vous encourage à méditer là-dessus. Et je vous remercie de votre attention.